Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette seconde matinale de l'eau, une matinale dédiée aux objets connectés. Alors, on y reviendra très rapidement sur ce sujet. En attendant, donc j'accueille Arnaud Eto, président monréseaudeau.fr. Bonjour Arnaud, co-organisateur de Bonjour ces Christophe. matinales de l'eau. Arnaud, vous avez euh, ce matin une matinale dédiée aux objets connectés dans le monde de l'eau. Pouvez-nous, vous, peut-être très rapidement, avant qu'on vous explique comment va se dérouler cette matinée, nous expliquer pourquoi ce sujet? Alors, merci Christophe, bonjour à tous, merci de votre présence. Merci aux participants d'avoir travaillé avec nous sur cette matinale de l'eau. Je vais tout de suite partager la petite présentation sur l'objet de notre matinée qui concerne les objets connectés. Alors, ce sujet, comme vous me l'avez demandé, Christophe, il vient tout d'abord du livre blanc sur les objets connectés que l'équipe monréseaudeau.fr a publié l'année dernière et qui fait un panorama des objets connectés dans le monde de l'eau. Et lorsque nous sommes inscrits dans cette thématique des matinales de l'eau, il nous est apparu intéressant de reprendre le sujet des objets connectés au vu du contexte et du fait que la technologie évoluant très rapidement, cette niche d'activité dans le monde de l'eau évoluait très rapidement et posait beaucoup de questions. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette idée et nous avons élaboré un sondage pour essayer de comprendre les interrogations autour de cette thématique. Et nous remercions tous les gens qui ont participé à ce sondage. Et ce sondage montre bien ici, vous l'avez sous les yeux, les questions qui portent sur cette thématique des objets connectés. Puisqu'il y a 6 grandes thématiques qui sont apparues, qui sont le panorama, le déploiement, l'exploitation des données, la finalité de celle-ci, le modèle économique ou alors voir la transversalité. Donc, ce sont toutes les thématiques qui nous ont animés pour préparer cette matinale de l'eau et avec lesquelles nous avons déterminé deux grands thèmes, qui est, premier thème, le chemin de l'information de l'objet, de sa création jusqu'à l'action, donc de la mesure à l'action. Et puis, un autre thème qui porte plus sur l'interopérabilité des systèmes, puisque vous le verrez, un réseau d'objets connectés, c'est une architecture et de couches de systèmes superposés, et il faut rendre tout ça opérable. Donc, peut-être, je vais aussi voir avec vous les cas d'usage des objets connectés. Et pour commencer, prendre une anecdote personnelle qui est un produit dont on a parlé dans le livre blanc sur les objets connectés, qui est la sonde Proteus, qui est une sonde qui permet la mesure en temps réel de la DBO5. Alors, la DBO5, c'est un paramètre qui est très utilisé dans la réglementation pour respecter une qualité d'eau dans les effluents finaux. Et c'est un paramètre que l'on obtient au travers d'une analyse d'un laboratoire au bout de 5 jours. Et cette sonde permet d'avoir cette DBO en temps réel. Et moi, ce qui m'a impressionné, puisque j'ai assisté à l'installation de cette sonde en France, la première installation le mois dernier, c'est que sa pause a été faite en 30 minutes et au bout de 30 minutes, on avait déjà les données qui remontaient dans le cloud et qui permettaient de mesurer en temps réel. Donc, vous imaginez bien qu'entre avoir ce paramètre au bout de 5 jours et au bout de 30 minutes avec cet objet connecté, de l'avoir quasiment en temps réel, ça change complètement le paradigme et donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc, et cette sonde n'était pas sur le marché il y a encore 2 ans. Donc, on voit bien que les objets connectés bouleversent un peu le monde de l'eau.
Je rappelle, et je pense que l'industrie de l'eau doit être fière de ce fait, l'industrie de l'eau a été la première activité, le premier secteur d'activité à déployer en masse des objets connectés sur un territoire donné et au travers du compteur d'eau, au travers de la télérelève. Donc, cette technologie des objets connectés, le monde de l'eau a été un peu pionnière dans cette activité et ce n'est pas le téléphone qui a été le premier objet connecté. Donc, je pense qu'on peut s'enorgueillir de cet état de fait et voir qu'aujourd'hui, les cas d'usage au travers des objets connectés sont multiples, couvrent plein d'activités, aussi bien dans le domaine de l'eau potable, des eaux pluviales ou de l'assainissement. Donc, on voit ici, on vous a synthétisé un peu tous les cas d'usage qu'on peut avoir. Donc, le premier qui est la consommation des débits, détection de fuite, une chose très importante dans le secteur de l'eau, puisqu'on sait qu'en France, les réseaux d'eau perdent à peu près 1 litre sur 5 d'eau distribuée dans les réseaux. Donc, il y a un bel enjeu et un challenge à faire baisser ce taux de fuite. Mais on voit aussi le contrôle des versoirs d'orage, pour ce qui concerne les eaux de pluie, l'assainissement et autres, et autres, et autres. Donc, tout ça, ça amène à beaucoup de nouveautés, d'innovations, et ça me permet d'introduire et de présenter Madame Lydia Prouvé de l'agence Eau Seine-Normandie, l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui lance un appel à projet à innovation. Et cet appel à projet pour la gestion, l'innovation dans la gestion de l'eau, Madame Prouvé, si vous voulez bien vous connecter pour qu'on puisse discuter, que vous puissiez nous présenter vos objectifs au travers de cet appel à projet, qui nous permettra de montrer qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer dans le monde de l'eau, et notamment au travers des objets connectés. Eh bien, bonjour, j'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Très bien, merci. Et on vous entend bien. Merci. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Lydia Prouvé de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Alors, dans ma présentation, vous verrez une petite carte. La Seine-Normandie, en fait, c'est le bassin de la Seine qui va de la Bourgogne jusqu'au Havre, son estuaire, qui prend l'ensemble du bassin et prend bien évidemment capitale et la région normande en son entier. Donc l'agence de l'eau, si vous me permettez, je commence du coup ma présentation. Oui, tout à fait. Donc l'objet en fait de cet appel à projet, il intègre les évolutions de réflexion qu'il y a dans le cadre du plan de reprise et plan de relance. Alors pourquoi reprise? Les agences de l'eau en fait toutes sur le territoire national, pas uniquement Seine-Normandie, ont réfléchi en fait à simplifier leurs aides, leurs attributions de financement, à la fois pour relancer l'économie. Donc, elles ont tout adapté un plan qui était un peu avant le grand plan de relance nationale. Donc, juste pour information, toutes les agences recevront, en plus de leurs aides actuelles, environ 250 millions destinés au petit cycle, assainissement et eau potable. Ça dit, l'idée était d'aller quand même un peu plus loin que les aides classiques au réseau d'eau et d'assainissement et de penser à des projets d'avenir liés à l'innovation. Du coup, Seine-Normandie a essayé donc d'identifier des thèmes qui pourraient rentrer dans ce qu'on pourrait appeler l'innovation technologique, et dans un premier temps sur le petit cycle, ensuite on aura sur l'agriculture et sur les milieux. Donc sur le petit cycle, on est bien évidemment sur des objets qui, comme l'évoque le thème de cette matinale, sur ce qu'on va appeler la transition numérique, mais aussi l'économie circulaire. Alors, c'est un appel à projet, du coup, qui a pour objectif, bien évidemment, d'accompagner à la fois les collectivités, les entreprises et les associations. On y consacre une enveloppe de 15 millions d'euros. Bien évidemment, les subventions peuvent atteindre 80%, mais j'attire l'attention, surtout que je pense que vous êtes pour une bonne part un public d'entreprise, peut-être du domaine privé, ce qui suppose que les aides sont bien évidemment adaptées à l'encadrement européen. Donc, voilà.
ce sera moins de 80% pour les activités directement économiques. Notre appel à projet… C'est compliqué parce que… maximum par projet? Non, par projet, on n'en a pas, mais les règles d'encadrement communautaire que chaque entreprise connaît, puisqu'elle est en fonction de sa taille et de son chiffre d'affaires, donc ils ne peuvent obtenir qu'un certain nombre de pourcentages de contributions financières, d'aide publique en fait. Donc c'est difficile, mais après sur notre site où on peut renseigner plus finement en fonction des caractéristiques de l'entreprise. Notre appel à projet, en fait, il est tout chaud, il vient d'être finalisé et donc accepté il y a à peine un mois par notre conseil d'administration, finalisé dans sa forme et dans sa publication. Donc, il est sur notre site de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, dans ma présentation, vous avez un lien. Oui, il est donné un peu plus loin. Je vous le remettrai dans le chat si vous le voulez. Très bien. Et voilà, c'est un délai assez court qu'on propose, puisqu'en fait, on attend des candidatures pour le 30 avril. Et donc, ça suppose que ce soit des projets au niveau de l'étude ou au niveau du développement, de pilotes ou d'opérations de travaux, voilà, qui sont forcément mûrs s'il n'y a que 6 mois pour y répondre. Ou alors, on est sur des projets plus d'études. L'attribution des aides se fait environ vers juillet, ça va dépendre. En juillet, on a en général toujours une commission des aides qui permet d'attribuer les financements. Voilà, ça c'est les principes de notre appel à projet. Maintenant, je peux peut-être rentrer un peu dans le détail et dans le contenu de cet appel à projet. Dans les 4 axes, c'est ce que vous m'aviez expliqué, c'est que vous avez 4 axes pour cet appel à projet. Donc, le premier concerne? Alors, l'usine d'épuration du futur. Alors, je vais me concentrer parce que dans notre appel à projet, comme je vous l'ai dit, on a de la transition numérique et on a de l'économie circulaire. Sur l'économie circulaire, ça vous intéresse moins dans cette matinale, puisqu'en fait, c'est la valorisation de la matière sous toutes ses formes, même si, effectivement, après, on pourra avoir des dispositifs numériques, connectés, en lien avec cette valorisation de la matière. Mais ça, c'est l'objet de la valorisation sur toutes ses formes, réutilisation d'eau. Donc, ce qui vous intéresse, c'est plutôt ce qu'on va appeler en fait les technologies smart, c'est-à-dire en fait tout ce qui va concerner la technique de mesure. En fait, donc on est sur une station, il y a plusieurs pôles à la station, que ce soit au niveau du traitement, comme au niveau du débit, comme au niveau de l'évaluation de la qualité de sortie des effluents. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait des mesures pratiquement en temps réel, que ce soit du paramètre, que ce soit des débits, mais aussi une idée de ce qui va se passer au niveau des débits du cours d'eau et en termes de rejet, voire des données prédictives en matière de temps de pluie, à la fois pour avoir une prévision de ce qui va arriver en charge sur la station, et en fait caler au mieux l'ensemble de ces informations, l'ensemble de ces données, donc les connecter différentes applications qui permettent en fait de maintenir une qualité de rejet par tout temps, et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment au niveau des débits d'étiage. Parce qu'en fait, on est sur des bassins, donc le bassin de la Seine, en fait, c'est un bassin qui est sur un cours d'eau, sur la Seine, qui a un faible débit par rapport en fait à sa population. Ce qui veut dire que nos systèmes d'assainissement, globalement sur Seine-Normandie, même les affluents, on a des grandes populations sur des débits faibles, ce qui donc a une faible capacité de dilution. Cette faible capacité de dilution nécessite en fait un niveau de traitement en général important et très poussé, et du coup une fiabilisation de la gestion, une optimisation des traitements qui sont nécessaires. Et ces événements de débit d'étiage vont, dans l'avenir, s'accentuer. Nous, on a fait en fait des projections sur les caractéristiques d'augmentation de température, d'effets climatiques, et on sait dans l'avenir, malheureusement, qu'on aura des réductions de débit qui pourront atteindre plus de 10% du débit, ce qui est énorme quand en fait aujourd'hui on sait qu'on a des stations d'épuration qui ont calé en fait leur niveau de fonctionnement vraiment au max.
et ne serait-ce que pour la citer, la plus grande station d'épuration du bassin, qui est la station de la métropole parisienne, la station d'Achères, qui n'a plus que grande marge de manœuvre, qui pourra pas, enfin qui est en reconstruction là actuellement, mais qui ne pourra pas se permettre, compte tenu de la taille des effluents et du débit de la Seine, ne pourra plus se permettre même de dépasser les 90% d'atteinte des rendements. Donc voilà pourquoi à la fois on s'engage sur ces technologies d'avenir et sur ces technologies de fiabilisation vraiment du fonctionnement des dispositifs. Alors, on a parlé de la sonde DBO. Effectivement, elle peut aussi avoir un deuxième intérêt, c'est celui de la réduction de l'énergie, notamment pour produire l'oxygène dans les bassins d'aération. Donc ça, on fiabilise en fait et on augmente la fiabilisation énergétique du dispositif. J'avoue que ce n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est moins la fiabilisation énergétique que la fiabilisation du résultat sur le milieu. Ça, c'est pour vraiment expliquer comment on traitera et on sélectionnera nos projets. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez un exemple de projet qui pourrait rentrer dans ce cadre d'appel à projet? Alors, pour l'instant, on n'a pas d'exemple complet, c'est-à-dire qu'on sait que nos grandes collectivités travaillent sur de la métrologie, sur de la connexion avec des données météo, notamment donc, pour le plus grand syndicat d'assainissement. Mais pour l'instant, tout n'est pas abouti, donc on espère qu'il y aura aussi des candidatures sur des plus petites collectivités, parce que bon, c'est bien que les grandes collectivités, le grand syndicat parisien se lancent dans la démarche, mais on peut avoir aussi des étapes dans tout ce dont je vous ai parlé, des étapes qui peuvent être soutenues, c'est-à-dire on n'est pas encore sur la finalisation complète avec une vision complète dès qu'il pleut. On sait comment adapter. Dès qu'il fait chaud, on sait comment adapter. Il y aura peut-être des étapes intermédiaires donc à envisager pour être pragmatique. Donc voilà. Et si par contre, on fait des premiers étages à la fusée qui s'intègrent dans d'autres démarches ultérieures, c'est possible aussi. Si elles sont présentées comme ça et si elles sont construites de cette façon-là. D'accord. Donc l'objectif, si je résume, l'usine d'épuration du futur, c'est d'améliorer ses capacités d'épuration pour être plus efficace dans ses rejets et pour faire face au phénomène d'étiage. C'est ça, phénomène d'étiage, mais aussi, on va le voir pour les réseaux intelligents. Alors, je me permets juste une petite page de publicité, même si ça ne concerne pas uniquement les objets connectés, c'est la récupération des urines à la source. C'est un enjeu qui est majeur pour l'avenir. Donc là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans un esprit de connexion, mais pourquoi pas, parce qu'après, il faudra bien l'utiliser. Pourquoi? Parce que l'urine, enfin, contient les stocks, j'ai envie de dire, naturels et local d'azote et de phosphore, beaucoup moins coûteux que l'engrais chimique. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est un enjeu de demain. Alors, sur les réseaux intelligents, on est assez proche, en fait, de la logique des flux d'entrée et de sortie de stations. On est aussi sur donc, une vision de comment avoir une vision précise de ce qui rentre et de ce qui sort dans nos réseaux, notamment par temps de pluie lorsqu'on est sur des déversoirs d'orage. Donc, on est à la fois sur de la donnée de débit, on est à la fois aussi sur de la donnée qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui... Donc, aujourd'hui, on a de l'autosurveillance qui mesure les rejets sur les déversoirs d'orage. L'idée, c'est justement d'avoir l'ensemble de ces données qui seraient un peu mieux connectées entre elles pour pouvoir aussi avoir des informations de type prédiction, c'est-à-dire, voilà, on approche de différents épisodes pluvieux, connus, orages, etc. On sait comment fonctionne notre réseau, on a un peu de prédiction quant à savoir jusqu'où ça peut aller et comment éventuellement on peut avoir des marges de manœuvre, que ce soit dans la gestion de certains bassins ou de lieux de stockage potentiels. Mais on peut aussi avoir dans nos réseaux des capteurs d'infiltration d'eau claire parasite. Ce qui permet là de rentrer plutôt dans une réflexion de gestion patrimoniale des réseaux. Mais là, c'est peut-être moins en temps réel, mais on a une information qui s'adapte pour pouvoir commencer à penser à refaire le réseau, enfin avoir une anticipation sur son renouvellement et sur sa fiabilité.
Donc, après, on est plutôt sur une réflexion. Donc là, on est moins, entre guillemets, sur des objets connectés, mais sur des objets interopérables. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois la donnée technique, débit, qualité, prédiction. Donc là, on gère en temps réel nos flux dans les réseaux. Mais aussi, on peut avoir une logique d'information mise à jour régulière sur la donnée patrimoniale du réseau, c'est-à-dire âge, situation, environnement des collecteurs. Et alors, le mieux en plus après, c'est le suivi des mises en conformité de branchement, hein, qui là, on fait un peu ce que vous évoquiez dans vos données, de la transversalité avec d'autres services, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur le service public d'eau et d'assainissement, on est avec son gestionnaire de réseau, mais on peut être aussi avec ses services urbanistes pour la gestion à la fois des mises en conformité de branchement. Alors pourquoi nous, les mises en conformité de branchement nous intéressent spécialement sur Seine-Normandie? Toujours sur la même logique, hein. On est sur une fiabilisation des systèmes d'assainissement qui doit être au maximum parce qu'on a beaucoup de grandes villes sur des petits cours d'eau, donc le moindre rejet qui ne passe pas par la station, c'est véritablement un élément de déclassement. Donc on suit nos branchements particuliers, mais à la fois aussi, on peut aussi même mettre l'étage budgétaire et comptable à la fusée, c'est-à-dire que là, on a une vision un peu complète, c'est comment on anticipe, après, même économiquement et budgétairement parlant, les renouvellements qu'on peut voir. Alors, ça peut peut-être vous paraître un peu géant, tout ce qu'on réfléchit, mais encore une fois, on peut aussi envisager différents étages à la fusée qu'après, on essaiera de connecter et voir ensemble, puisque ça fait appel véritablement à différents niveaux d'information, mais pour autant, là, on serait vraiment un peu au top d'une gestion hors pair du réseau. Et beaucoup de choses, en fait, sont aujourd'hui déjà dans les éléments de l'autosurveillance que l'on connaît dans les réseaux. L'idée, c'est juste de pouvoir, en fait, connecter tout l'ensemble des données, des informations, pouvoir les traiter et que ça soit un appui et un aide à la décision. Oui, parce que pour prendre des bonnes actions, il faut des bonnes informations, donc des bonnes mesures. Voilà, et surtout, c'est ce que vous évoquez, en fait, partager. En fait, les données, elles commencent à être intéressantes, alors sauf bien évidemment pour le gestionnaire qui a véritablement le nez dans son quotidien et dans ses éléments au quotidien. Pour autant, prendre le recul et de savoir dans quelle mesure l'ensemble du réseau pourrait être fait à un moment donné, enfin voilà, la transversalité est nécessaire, et en interservice. Le troisième axe de votre appel à projet concerne moins un peu oui, concerne moins, puisque là, on est sur effectivement les coefficients des procédés industriels. Donc, pourquoi pas, là, on est vraiment sur la récupération de tout ce qui est matière, hein, les différentes substances. S'il y avait aussi des projets au niveau des industriels qui cherchaient à optimiser en vue de l'amélioration de leur gestion de traitement, ça pourrait totalement être aidé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas évoqué dans l'appel à projet et dans les éléments. En tout cas, ça poursuit le même objectif. Et ensuite, on a un quatrième axe. Là, on est plutôt sur… donc là, pareil, dans votre monde de l'eau potable et de l'assainissement, il y a aussi en fait cette logique, on est moins sur des objets connectés, mais on est sur de la donnée, en tout cas partagée, via des plateformes aussi d'aide à la décision. C'est… à des échelles pertinentes, comment en fait on suit qualité, prélèvement et partage de la ressource. C'est totalement important et nécessaire. Et on peut le faire au regard aussi de l'état et du bon fonctionnement des réseaux d'eau potable. Gagner des points sur la réduction des fuites, c'est aussi gagner des points à terme sur un équilibre du partage de la ressource vers lequel, en fait, on va progressivement avancer. Seine-Normandie est moins touchée que nos collègues du reste de la France. D'ailleurs, dans le sud, commence à y avoir des vrais problèmes quantitatifs et de partage de la ressource. Donc, voilà, c'est aussi des sujets. Et ensuite, le diagnostic de la vulnérabilité, dans les cas aussi à la fois de submersion marine, d'inondation, de tempête, la vulnérabilité des systèmes d'assainissement et d'eau potable, qui passe aussi, encore une fois, par de la connexion, du partage, de la connexion de données et leur lisibilité, de la modélisation. Okay. Au-delà du montant de l'aide de 15 millions d'euros, vous vous êtes donné un nombre de projets à mener. Est-ce que vous pensez répartir cette enveloppe sur combien de projets?
Alors, on n'a aucune. Non, l'idée, c'est pas du tout de répartir par projet parce qu'il peut y avoir, comme on l'a déjà, enfin, comme je vous l'ai évoqué, c'est-à-dire si on a plusieurs petits étages à la fusée qui commencent, ça sera du coup plusieurs petits projets et ils seront tout aussi importants qu'un gros projet. On ne s'interdit pas en tout cas à ce qu'il y ait en fait même une nouvelle commission des aides ouverte et une nouvelle enveloppe budgétaire. C'est-à-dire que les 15 millions sont aujourd'hui. Voilà, en plus, il n'y a pas de course. Faut que tous les projets soient présentés. Finalement, certains points de cet appel à projet pourraient aujourd'hui être aidés dans le cadre de notre programme. Voilà. Il a fait l'objet en fait d'un passage en commission des aides pour s'assurer qu'on soit tranquille au moment de l'instruction, qu'on puisse bénéficier de ces 15 millions facilement. Mais si véritablement il y avait des projets qui viendraient, comment dire, même après, où, en dehors de ces premiers 15 millions, non seulement on pourrait, nous, s'autoriser en fonction du nombre de projets à réouvrir en fait un appel à projet, voire aider en fonction des règles de notre programme actuel. D'accord. Donc, un petit rappel là, sur le timing et comment vont se passer les choses. Donc, vous avez ouvert l'appel à projet hier. Oui, tout à fait. Vous attendez les dépôts de candidature jusqu'au 30 avril. C'est ça. Et votre commission se réunit entre mai et juillet pour un démarrage des projets au 1er juillet. Oui, alors au 1er juillet, c'est-à-dire qu'au moment de la commission des aides, et vous faites bien justement de le rappeler, c'est que pour qu'on puisse apporter nos aides financières, il ne faut pas qu'il y ait eu de démarrage préalable des travaux. Voilà, enfin, des études, enfin du projet. Le projet ne doit pas commencer avant d'avoir obtenu l'autorisation de l'agence. Donc là, entre guillemets, ça veut dire que c'est peut-être pour les personnes, reprendre les projets qui peuvent être déjà dans les cartons, qui n'ont pas été mis en œuvre par manque de financement, faire un petit audit de tous les projets qui avaient été imaginés pour peut-être soumettre certains projets à cet appel. Exactement, tout à fait. Ne pas hésiter pour les acteurs privés, les bureaux d'études, les grands groupes, de se rapprocher des collectivités pour construire, parce qu'eux ont un bout du sujet et les collectivités, quelque part, peuvent aussi avoir l'autre bout de l'histoire. Donc, de se rapprocher et de proposer en fait une démarche commune. D'accord. Donc là, c'est de la co-construction, ce que vous êtes en train de nous dire, à la fois des industriels et des collectivités. C'est développer des différents pilotes. Voilà. Oui, c'est-à-dire que, alors, quand nous, on parle d'industrie, on pense souvent à nos industries qui nous sont redevables, qui ont une activité industrielle, mais on parle aussi des entreprises du monde de l'eau. Voilà, les bureaux d'études du monde de l'eau. Donc, ces bureaux d'études qui ont une prestation à offrir, soit à présenter pour être développés en pilote ou développés en association avec une collectivité, voilà, on attend des projets de ces entités. OK. Merci Lydia. Je pense que, enfin, en tout cas pour ma part, c'est assez clair. Je vois qu'il y a quelques questions, notamment Laetitia Guérin qui pose la question si l'appel à projet était ouvert aux organismes de recherche. Oui, alors je ne sais pas si c'est la Laetitia Guérin que j'ai connue il y a très longtemps, mais si c'est elle, je dis bonjour, et si ce n'est pas elle, je dis aussi bonjour. Est-ce que donc, sur la partie organisme de recherche, si c'est de la recherche pure et dure, non, on exclut. Si c'est de la R&D, on accompagne. D'accord. Et Damien Brunet posait la question s'il y avait un montant minimum par projet. Alors, on ne les a pas mis, mais voilà, nous, dans notre programme, pour certaines rubriques, oui, en dessous de 3 000 pour certains objets et en dessous de 30 000 pour certains objets aussi, on n'aide pas. Mais encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous redemander précisément. Il y a
sur Internet une adresse mail. Voilà. Dites-nous, c'est pour ça, c'est tel objet, est-ce que ça vaut le coup que j'y parte? Parce que ça ne sera pas plus de temps et on peut déjà vous répondre. D'accord. Okay. Christophe, je pense que tu avais une proposition à faire concernant toutes les questions. Oui, peut-être rappeler à tous les participants qui sont nombreux ce matin qu'il y a un module en bas de votre écran qui s'appelle Q&R comme questions et réponses. C'est le module que vous pouvez utiliser pour interagir avec tous les intervenants et avec Arnaud ce matin. Donc, vous posez votre question et Arnaud relaiera la question directement vers les intervenants oralement. Arnaud, peut-être en attendant que d'autres questions arrivent, eh bien, nous donner la suite du programme de la matinée. Alors, oui. Merci Christophe. Alors, la suite du programme se décompose en 2 ateliers débat. Le premier atelier va s'attacher à répondre à la question du chemin de vie de l'information, de la mesure à l'action. Et pour cet atelier, on sera accompagné de Quimperlé Communauté et de l'entreprise Lacroix-Saufrel qui vont nous parler de ce chemin de vie et illustré par le cas concret de Quimperlé Communauté, montrer l'importance du choix de l'information et comment établir son chemin, et également aborder la notion de cybersécurité, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des informations vont traverser au travers d'un protocole Internet. Et donc, il se pose la question de la sécurité de la transmission d'informations. Donc, on aura une méthode et les bonnes pratiques à aborder lors de cet atelier. Le deuxième atelier, qui va se dérouler de 11h à 11h45, le premier de 10h à 10h45, le deuxième atelier va, lui, s'attacher à la question de l'interopérabilité, notamment pour la construction d'une ville intelligente à partir des réseaux d'eau connectés. Je vous l'ai dit en préambule, le monde de l'eau a été pionnière dans la mise en place d'objets connectés, et avec la technologie évoluant, les coûts de transmission de l'information diminuant, la miniaturisation évoluant, cela a permis de développer beaucoup de cas d'usage et une ville devient connectée, ce qui implique des écosystèmes à surcouche et qui peut créer des problématiques d'interopérabilité. Et donc, cette question-là, on va l'aborder avec la société Zener, qui travaille sur ces sujets-là et avec lequel on va décrire un peu les problématiques, constater ce qui se passe aujourd'hui et de voir comment on peut faire évoluer les choses. Et puis après, à la fin de la matinée, lors de la clôture, on vous invitera à partager avec nous vos ressentis sur ce que vous avez appris. On vous posera une question qui est toute simple à répondre, et on vous demandera de nous donner un mot pour essayer de résumer cette matinée. Voilà un peu le programme, Christophe, pour les heures qui suivent. Merci beaucoup. Alors, on a bien compris, grâce à Lydia et grâce à l'Agence de l'eau, les enjeux, le positionnement, le soutien aujourd'hui fort dans la politique de l'eau de l'Agence de l'eau Seine-Normandie vers ces objets connectés et vers la digitalisation, c'est bien ça, des villes, comme tu le disais, Arnaud. N'hésitez pas à poser donc, toutes vos questions, puisque j'ai cru comprendre que donc Lydia était avec nous encore quelques instants, mais devra nous quitter, donc ne sera pas présente jusqu'à la fin de la matinée. Donc, si vous avez des questions à poser à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, c'est maintenant. On a encore quelques minutes devant nous. Pour ceux qui sont sur Vimeo, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous relayerons directement vos questions dans l'outil Zoom. Et puis, ce que tu proposais, Christophe, c'est aussi d'utiliser le groupe co. Alors, peut-être que tu peux nous représenter un peu l'intérêt d'utiliser le groupe co matinal de l'eau pour poser des questions. Bien sûr. Alors, vous avez toutes et tous adhéré à un groupe co, le groupe co matinal de l'eau. Ce groupe co vous présentera chaque trimestre
une nouvelle matinale, un nouveau sujet. Je vais vous partager mon écran, ce sera plus simple pour tout le monde, pour visualiser. Alors, je reprends la main, Arnaud. Voilà. Et là, voilà. Donc, nous sommes sur ce groupe co qui est hébergé sur iglco.fr avec un mur d'actualité que vous pouvez reconnaître. Et c'est ici, si jamais vous avez des questions qui vous viennent durant la matinée à adresser à l'agence de l'eau, nous ne pourrons pas y répondre une fois que Lydia aura quitté la réunion. Donc, je vous propose de poser votre question ici. Donc, vous cliquez sur « Questions » et puis sur le titre de la contribution. Donc là, vous allez pouvoir taper un titre, un corps de texte. Si vous voulez aller plus loin, mettre une illustration, un document, vous avez la possibilité d'aller dans « Formulaire avancé ». Donc, vous cliquez sur « Formulaire avancé ». Et là, vous pouvez mettre un peu de forme, vous pouvez mettre des liens avec le petit symbole qui ressemble au symbole infini. Et juste en dessous, vous avez les documents que vous pouvez aller chercher directement sur votre ordinateur et les télécharger. Attention à la taille maximale de 10 mégas pour le téléchargement. Vous partagez sur le groupe Les Matinales, vous publiez. Si vous voulez revenir sur votre contribution plus tard, puisque vous n'avez pas forcément tous les éléments pour la poster, vous pouvez l'enregistrer en brouillon et elle apparaîtra. Donc, vous voyez en haut à droite, vous avez votre profil. Elle apparaîtra ici dans vos brouillons, donc tout simplement en bas du listing qui apparaît une fois que vous cliquez sur votre photo. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser votre question encore quelques minutes. Là. Alors, il y a deux questions, Lydia, justement. Nous avons deux questions, Lydia, pour vous. La première de Pierre-Henri Bouet. Est-ce que les projets éligibles doivent tous être implantés sur le territoire de l'Agence de l'eau Seine-Normandie? Eh bien, oui, malheureusement. Par contre, j'aurais envie de dire que si vous avez un projet, n'hésitez pas en quelques lignes à l'envoyer sur l'adresse Internet qui est proposée, qui est en contact sur notre site agence. Dans le cas de l'appel à projet, il y a une adresse Internet qui s'appelle contactdpi@innovation.aesn.fr. Et pour que je le transmette en fait aux collègues des différents bassins. Voilà. Parce que si véritablement il y a une émulation, même si vous n'êtes que quelques-uns, c'est intéressant de l'envoyer à nos collègues des différentes autres agences pour dire que nous, on a envoyé, donc on est un peu en retard, mais on va leur dire qu'on a mis en place cet appel à projet et leur faire des retours. Parce que ça peut leur donner, je sais que sur RMC, sur le bassin RMC, ils sont déjà assez engagés sur les aspects innovants, sur l'accompagnement des entreprises, donc moins sur les objets connectés comme on vient de l'évoquer ce matin, mais pourquoi pas. D'accord. OK. Une deuxième question de Laetitia Guérin que vous avez bien reconnue et qui vous salue. Quelle est la durée maximum des projets aidés? C'est une bonne question. Oui, enfin la durée maximum, voilà, si on est sur du R&D, on pourrait imaginer 1 an, 2 ans. On a des durées de convention qui peuvent être assez longues. Après, voilà, il faut être en capacité d'apprécier la durée du projet pour que ça puisse passer en commission. C'est-à-dire que voilà, enfin, qu'on puisse l'étayer en fait. D'accord. Donc tout sera décrit dans les documents que les gens vont remettre au dépôt. Oui, c'est ça, exactement. C'est dans la démarche. Et puis qu'ils n'hésitent pas enfin, à faire appel à nous pour construire leur démarche, surtout en R&D. OK. Merci beaucoup, Lydia. Merci de votre temps. Merci de votre implication dans l'explication de votre appel à projet. Je vous souhaite de recevoir beaucoup de projets. Nous l'espérons. Plus que prévu, de façon à ce que vous augmentiez cette enveloppe pour aider l'industrie à se moderniser et à continuer d'innover. Christophe, on va effectuer notre première petite pause avant de se retrouver à 10 h. Voilà, merci Arnaud, merci Lydia pour votre présence ce matin. Effectivement, on va prendre une petite pause. Donc, c'est le moment pour tous les participants d'aller, pourquoi pas, se servir un café, regarder
donc ce groupe co. On va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y réaccéder si vous ne vous rappelez plus comment y accéder, et peut-être même soumettre des idées, Arnaud, pour les futures matinales. Oui, et ce sera l'objet de la clôture. Tu dévoiles tout à l'avance. Ok, à tout à l'heure, messieurs, dames. Et merci encore, Lydia. Bonne journée. Merci, au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.